Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête de Pièces à conviction. Des grands stades, des écoles, des universités, des autoroutes, des prisons, des hôpitaux, des lignes TGV. La France est la championne d'Europe des grands travaux. Pourtant, les caisses de l'État sont vides, notre pays est endetté. Alors, où trouve-t-on l'argent ? Il existe depuis 2004 une solution miracle, les PPP, pour partenariat public-privé. On confie tous ces chantiers à des entreprises qui les livrent clé en main en échange d'un loyer sur des dizaines d'années. Les contrats signés à ce jour représentent 41 milliards d'euros. C'est une excellente affaire pour les constructeurs, mais une bombe à retardement pour les finances publiques et donc pour le contribuable. Bâtiment public, la vraie facture. Un reportage signé Emmanuel Charlot, Florie Martin et Camille Le Pomelec. À perte de vue, des vignes à la réputation mondiale. Et au cœur de ce vignoble, Châlons en Champagne, 47 000 habitants. Un endroit calme, paisible, un hôtel de ville imposant et depuis 17 ans, un maire plutôt discret. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur. Bruno Bourbrock s'apprête à faire entrer sa petite ville dans la cour des grands. Bonjour monsieur. Il nous présente sa fierté, le Capitole, un superbe parc des expositions. C'est un très beau bâtiment, un très beau geste architectural. La qualité des matériaux, la signature, le geste global, l'envol. Au milieu d'un parc arboré, je trouve que c'est tout un symbole, c'est très beau. C'est le plus significatif. Mais la beauté a un prix, 54 millions d'euros. Alors, avec son budget annuel de 95 millions d'euros, la ville de Châlons n'aurait pu rêver d'un tel projet. J'espère que ce sera un très grand succès. En tout cas, nous nous battons depuis des années pour qu'il en soit ainsi. Pour financer le Capitole, le maire a trouvé la solution miracle. Un PPP, pour partenariat public-privé. Et le rêve est devenu réalité. La mairie ne s'est occupée de rien. Elle a tout confié à des entreprises privées, financement, construction et maintenance du bâtiment. Et le Capitole est sur le point d'être achevé. Monsieur le maire nous emmène visiter son futur parc des expositions. Bien, voilà, le Capitole en Champagne. Mais le maire n'a pas les clés. Il n'est pas chez lui. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Pour entrer dans le bâtiment, il faut être accompagné par ce cadre de chez Spi Batignolles, le constructeur. Ah ben, visite après visite, je vois que ça progresse. Jusqu'ici, la ville de Châlons n'a pas déboursé un centime pour cette salle de spectacle qui peut accueillir 12 000 personnes, 2 fois plus que le Zénith à Paris. Ces panneaux-là, ils se replient sur les côtés en fait. Et on a un espace unique qui fait presque 10 000 m². C'est très grand. Voilà. Pour un parc des expositions. C'est une très grande salle de spectacle. Ce sera la plus grande salle de la région. Voilà. Le projet est sorti de terre en moins de 2 ans. Et pour le maire, il n'y avait pas d'autre solution pour financer son bâtiment public. La ville n'avait pas les moyens financièrement, sans entacher les autres investissements, d'investir immédiatement une telle somme. Et l'avantage du partenariat public-privé, c'est qu'il permettait de financer immédiatement. Mais avant de devenir propriétaire en 2042, la ville doit payer un loyer aux entreprises. 1 800 000 euros par an, pendant 30 ans. C'est un engagement là, sur du long cours. Du long cours, exactement. Donc, faut pas le prendre à la légère. Voilà. Je ne sais pas si je dois employer l'expression parce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, mais c'est un mariage et quand on s'engage dans un mariage, c'est pour la durée. Pour la vie. Voilà. Pour 30 ans. Bruno Bourbrock n'est pas le seul élu à avoir signé avec le privé pour de nombreuses années. Des mariages comme celui-ci se sont multipliés partout en France depuis 10 ans. 478 en tout. Palais de justice,
Grands stades, universités, prisons ou gendarmerie. Les entreprises financent, le public paie des loyers sur 20, 30, 40 ans. Les grands bénéficiaires de ces contrats, les géants français du bâtiment. Vinci, le numéro 1 mondial. Bouygues, le numéro 2 français. Eiffage, le 3e mastodonte. Nous ouvrons la voie là où les autres ne vont pas. Tout a commencé au milieu des années 90. Ces majors du BTP frappés par la crise décident de s'attaquer avec force au marché public. Elisabeth Campagnac, qui connaît parfaitement ces entreprises, nous explique pourquoi. Les grands groupes perdent beaucoup d'argent parce qu'ils ont investi dans la promotion immobilière, ils ont investi dans des activités à risque de ce type. Ils sont à la recherche de marchés beaucoup plus sûrs, beaucoup plus stables. Et en plus, ils essayent d'éviter la concurrence des petites entreprises qui elles-mêmes font des offres beaucoup moins chères. Pour convaincre les pouvoirs publics, les bâtisseurs mettent au point un dispositif séduisant, entièrement financé par le privé. Du point de vue des entreprises, c'est une bonne affaire. Pour Bruno Bourbrock, c'est le grand jour. L'ouverture au public du Capitole pour la grande foire agricole. Et le maire s'apprête à accueillir un invité de marque, le président de la République. Bienvenue à toi. Merci. Heureux de vous accueillir à nouveau. Merci. Ça nous fait plaisir. Dans quelques minutes, François Hollande va prononcer son discours de rentrée dans le Capitole de Monsieur le maire. C'est un jour important, l'arrivée du président de la République dans nos nouvelles installations. Et d'être accueilli, rendez-vous compte, au Capitole. Rien que cela. Pour le Capitole, Châlons-en-Champagne s'est endetté sur 30 ans. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande a remis en cause ce mode de financement public-privé. Mais ce matin, il se montre moins critique. Un bâtiment, le Capitole, construit en PPP, vous en pensez quoi ? Bien sûr, c'est la responsabilité des élus que de faire ce type de procédure pour leurs investissements. Il n'appartient pas d'en juger. Donc s'ils ont pensé que c'était une bonne façon de faire, c'est leur liberté. Bruno Bourbrock est un maire UMP très fier d'avoir reçu le président dans son Capitole. Mais des événements prestigieux, il en faudra bien d'autres pour rentabiliser la salle. Il faut qu'il y ait en retour beaucoup de choses qui se passent pour que les Chalonnais puissent assister à des spectacles et puis qu'effectivement tout soit remboursé par la suite. Est-ce que vous pensez que c'est un investissement nécessaire pour la ville de Châlons ? Je sais pas. Avec les Reims et Pernay qui ont déjà des grandes salles, je sais pas. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais maintenant c'est fait, Je trouve ça un peu mégalo. Mégalo, quoi. Pourquoi ? Vous savez combien il y a d'habitants ici ? 47 000 ? Oui, alors c'est un peu prétentieux pour une petite ville, non ? Alors, le maire de Châlons-en-Champagne aurait-il été atteint par la folie des grandeurs ? Votre projet, un petit peu décrit comme pharaonique, est-ce que vous comprenez ces critiques ? Toute solution de construction d'un équipement, voire tout équipement, quel qu'il soit, est critiquable. Lorsque vous construisez une bibliothèque, les gens qui ne vont jamais à la bibliothèque vous disent volontiers « Ah, pourquoi faites-vous une bibliothèque ?» Il y a des choix que l'on fait au vu d'une analyse d'une situation. Le nouveau parc des expositions de Châlons est un outil de développement économique important. Mais ce n'est pas l'avis de son principal opposant. Pour Alain Gauze, le Capitole va surtout peser lourd sur les finances de la ville. Le coût du loyer, on ne l'avait pas avant, il va falloir le supporter sur ce budget. Et donc ça veut dire que par rapport à des choix, on a fait le choix sur 30 ans d'assumer une dette que nos enfants devront continuer à financer. Et donc il y aura un impact sur le budget. Pendant que je fais ça, je vous dis, je supprime des colonies de vacances, je supprime un bibliobus, j'augmente des tarifs municipaux, il y a d'autres prestations sociales que je ne fais pas et dont la population a peut-être besoin. Il faut un équipement. Alain Gauze a fait les comptes.
Si le maire ne taille pas dans les dépenses actuelles de la commune, il devra augmenter les impôts locaux d'environ 7% pour couvrir le coût du loyer du Capitole. À Châlons-en-Champagne, les habitants sauront bien vite si leur maire a fait un bon calcul ou pas. À Évry, au sud de la région parisienne, les contribuables découvrent qu'un service public financé par le privé peut coûter plus cher que prévu. Le centre hospitalier sud-francilien est le premier hôpital construit en partenariat public-privé. Flambant neuf, ce bâtiment est censé abriter 1000 lits et 20 blocs opératoires. Mais la visite guidée du 4e étage par un représentant du personnel révèle une réalité déconcertante. Voilà. Voilà un service, a priori, à l'origine, un service de soins de un peu plus de 1000 mètres carrés. Alors bon, voilà. On s'en sert pour entreposer des tables, des chaises, des matelas, armoires, étagères, un lave-vaisselle, probablement usagé, ou qui ne marche plus, voilà, des frigos. En tout, 10% du bâtiment est inoccupé, soit 89 lits en moins sur les 1000 prévus. Ce n'est pas tout à fait l'histoire qui était écrite au départ. Nous avons retrouvé le film promotionnel de l'époque. Le 11 juillet 2006, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, présente à Serge Dassault, maire de Corbeil, et Manuel Valls, maire d'Évry, la maquette définitive de l'hôpital du futur. Un projet très ambitieux. Ce sont des travaux de 300 millions d'euros qui seront réalisés. 300 millions d'euros, c'est important de le signaler au moment où certains discours un peu défaitistes sur l'hôpital laisseraient penser que nous sommes face à une pénurie de moyens. La réponse est claire, c'est non. Le groupe Eiffage est choisi par l'État. La construction du bâtiment va coûter 344 millions d'euros. Mais en réalité, c'est un marché d'1,2 milliard d'euros. Car le géant du BTP ne va pas seulement bâtir l'hôpital. C'est la première fois qu'un grand hôpital est attribué en conception, construction, financement et maintenance et exploitation. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de tout. Nous sommes aussi responsables de la température dans les pièces où sont les malades. De la température des chambres jusqu'aux machines à café, Eiffage va s'occuper de tout pendant 30 ans. En 2041, l'État deviendra propriétaire de l'hôpital. En attendant, il doit verser au groupe Eiffage un loyer annuel de 46 millions d'euros. 3 ans et demi de travaux, 1600 ouvriers. Le 17 janvier 2011, l'hôpital est livré en temps et en heure. On peut dire que le bâtiment est fini, vous le voyez, il est magnifique. Le mariage public-privé semble réussi, mais cela ne va pas durer. Nous avons retrouvé Alain Verret, le directeur de l'hôpital à l'époque. Et son discours est aujourd'hui bien plus amer. Il se souvient des jours qui ont suivi la livraison du bâtiment. L'objectif qui était le mien, c'était d'ouvrir et d'ouvrir dans les meilleures conditions possibles. Et je ne pouvais pas imaginer ce qui est apparu 1 mois plus tard, qui était la panne générale d'alimentation en eau, la panne générale d'alimentation en électricité, un incendie au passage, un petit incendie, mais enfin un incendie quand même, des dysfonctionnements très nombreux et toutes ces imperfections. Je ne pouvais pas les imaginer. Alain Verret fait aussitôt constater par huissier toutes ces anomalies. 7000 en tout sont recensés. L'hôpital commande alors un rapport d'expertise. Nous avons pu le consulter. Il pointe des dysfonctionnements techniques. Par exemple, des câbles électriques détériorés et non protégés. Des grilles de désenfumage mal fixées. L'ouverture au public est reportée. Côté constructeur, on a une autre lecture des événements. Olivier Miens, patron d'Éveil, la filiale d'Eiffage, réfute catégoriquement ces accusations. Apparu 1 mois plus tard, qui était la panne générale d'alimentation
alimentation en eau, la panne générale alimentation en électricité. Vous en pensez quoi? Alors, on a des constats d'huissier avec des réserves mineures, vu qu'aujourd'hui on les a, et on peut les montrer. Si je montre des constats d'huissier, les problèmes sont le néon de droite est détérioré, présence d'adhésifs sur la fenêtre, je réalise une photographie qui montre que le revêtement mural est coupé au-dessus de la prise, donc j'ai ici les réserves faites par constat d'huissier qui sont des réserves mineures. Je considère que l'huissier n'est pas compétent et quand les gens compétents se sont déplacés, le préfet, les pompiers sont venus, ils ont constaté que c'était bon et ils ont décidé d'ouvrir. Toutes les commissions ont été passées, tous les tests ont été satisfaits. Pour la livraison du bâtiment, Eiffage a rempli toutes les conditions prévues par le contrat. La bataille dure une année. Une année pendant laquelle l'hôpital doit rester fermé. Pourtant, pour cette période, il est dans l'obligation de verser un loyer à Eiffage. Ce contrat est mal rédigé. Il est invraisemblable que nous ayons l'obligation de payer un loyer, que nous ayons signé cette obligation, alors même que nous n'avons pas les garanties. Mais ça, nous l'avons découvert sur le fait même. Nous n'avions pas les garanties que cet hôpital était terminé. L'hôpital a dû payer 38 millions d'euros de loyer avant même son ouverture au public. Le directeur préfère jeter l'éponge et prendre sa retraite anticipée. Janvier 2012, l'hôpital ouvre finalement ses portes avec un budget déjà entamé. L'impact sur le personnel est immédiat. Exemple au service gériatrie. 7 infirmières au lieu de 8 pour s'occuper de 23 personnes âgées. Bénédicte Belligo a commencé à travailler ici au mois d'avril dernier. La perfusion que vous avez dans le bras, on va l'enlever. Ah bon? Ouais, c'est bien ça. Cette infirmière est frustrée par ses conditions de travail dans un service réservé aux personnes âgées. C'est un peu comme des enfants et du coup, il faut penser et réfléchir des fois à leur place et à leurs besoins. Vous estimez être assez nombreux là Pour le coup, pas assez parce que du coup, ils ont besoin de beaucoup et du coup, on n'a peut-être pas les moyens et les personnes pour faire les choses comme ils en ont besoin en fait. Donc on part des fois avec l'impression de mal faire les choses. Des conséquences sur la prise en charge des malades, mais aussi sur les capacités d'accueil. Pourtant, voilà ce que promettait le film promotionnel de l'époque. Tous les moyens d'une imagerie médicale moderne seront disponibles sur le site. 20 salles de bloc opératoire pour les urgences, les patients hospitalisés et ceux venant en ambulatoire. Les 20 blocs opératoires ont bien été construits, mais 8 d'entre eux ne fonctionnent pas. Des blocs vides, sans activité, c'est ce que nous montre le représentant du personnel. Voilà. Voilà, donc un bloc opératoire, prêt à fonctionner. Il y a tout le matériel, hein, c'est ultra moderne, hein, c'est des belles salles. Hein. Donc il y a 8 salles comme celle-ci qui... Il y a 8 salles comme celle-ci. Qui ne fonctionnent pas. Qui sont prêtes à fonctionner, mais qui n'ont aucune activité. Et comment ça se fait? Eh bien, ça se fait qu'on n'a pour l'instant pas le personnel à mettre dedans. Parce qu'on est en pénurie d'infirmières anesthésistes, d'infirmières de bloc, de chirurgiens et de tout le personnel nécessaire, aides-soignants et autres nécessaires à faire tourner un bloc. Donc pour en faire tourner 8 salles de plus, il faut du personnel. Là, il n'y a pas la clé, elle est simple. Hein. Des blocs qui ne fonctionnent pas, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Ce qui perturbe aussi le fonctionnement de l'hôpital, c'est la maintenance. Selon l'article 15, Eiffage est responsable de l'entretien et de la réparation des locaux. C'est prévu dans le contrat et ça coûte cher, plus de 6 millions d'euros par an. Pourtant, dans cet hôpital tout neuf, nous avons pu constater un certain nombre de pannes. Les portes automatiques, par exemple. Allez. On y croit. Voilà. Voilà. Alors ça, même si ça ne se voit pas tout de suite, c'est une porte en panne. C'est-à-dire que pour permettre le passage d'un lit, il faut que les deux portes s'ouvrent.
Parce que sinon, c'est pas assez large et du coup, les lits passent pas. On voit les dégâts que ça peut occasionner. Au service des urgences, ça ne fonctionne pas mieux. Ici, vous n'avez plus la possibilité d'avoir l'ouverture et la fermeture automatique des portes. Et concrètement, ça pose un souci au quotidien ou... Normalement, c'est des portes coupe-feu, donc ça devrait être fermé. Le chef du pôle chirurgie, lui, se bat avec la porte de son local matériel. Donc là, vous voyez, c'est l'arsenal matériel. Donc c'est une fameuse porte avec un moteur qui est en panne depuis quelques semaines, plutôt quelques mois, 3 à 4 mois. Avant, dans notre hôpital, le moteur était en panne, le service technique venait et remplaçait le moteur. Actuellement, la procédure, manifestement, je n'ai pas les détails, mais est nettement plus compliquée. Ce n'est pas nous qui assurons, ni nos services techniques qui assurons ce type de réparation. L'hôpital est totalement dépendant de son partenaire privé. Pourquoi Eiffage n'a pas réglé la panne? L'explication se trouve dans une annexe du contrat. L'exploitant fera son affaire de toute usure normale ou anormale de l'ouvrage, sauf utilisation par l'hôpital contraire aux usages normaux. En clair, en cas de dégradation ou d'une mauvaise utilisation, Eiffage envoie la facture. Un article tellement sujet à interprétation que la moindre réparation fait l'objet de débats sans fin. Le nouveau directeur de l'hôpital a déjà géré des centres hospitaliers importants. Il ne s'attendait pas à ça. L'hôpital fait une demande. La demande est examinée par l'opérateur. Donc éveil, OP-Veille pour nous. Eiffage. Il a forcément des remarques à faire. Il nous renvoie la demande. Messieurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça coûtera tant, ça ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la maintenance, c'est de la dégradation et pas de la maintenance, etc. Donc c'est vous qui êtes responsable. Bon, on conteste. On conteste. Bataille, parce que parfois on n'est pas forcément d'accord. Nomination d'experts. Pour une cloison, une vitre, une prise à changer, voilà. Bon, ça met des semaines, si vous voulez, avant que l'affaire soit réglée. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos personnels, nos médecins travaillent dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Même pour un incident qui ne souffre d'aucune contestation, les délais d'intervention peuvent parfois représenter un danger pour les patients. Au début de cette enquête, avant d'avoir l'autorisation de filmer dans l'hôpital, nous avions tourné en caméra cachée dans cette salle réservée aux prématurés. À 1 mètre de la couveuse, une bâche. Il y a une fuite d'eau. Nous assistons à ce dialogue entre un cadre du groupe Eiffage et un membre du personnel. On était quand même inquiets parce qu'il y a un berceau qui a pris un petit peu l'eau, là, c'est tombé sur le berceau. Hein. Là, on a quand même... J'ai pas eu cette information, donc j'ai fait intervenir mes équipes, on est en train de démonter le bardage parce qu'il doit y avoir un passage d'infiltration d'eau. Ah, c'est ça, là. Ça arrive, hein, on va traiter et puis... Mais alors là, par contre, on a des chambres aussi, on a eu 2 chambres comme ça qui ont été... plusieurs infiltrations. Ah bah oui, hein. Je suis je pense à la 20e que... Oui, c'est ça, c'est près une vingtaine, hein, sur combien de temps à peu près Ah là, c'est depuis la mise en service du bâtiment. Oui, oui. Ça fait ça quand c'est neuf, il faut que... Ah bon? Oui, c'est normal. Nous avons montré cette scène à Olivier Miens, patron d'Éveil, la filiale d'Eiffage. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans un hôpital neuf, il y a nécessairement un certain nombre de sujets à régler. Donc on fait, vu la taille de l'hôpital, vu son immensité, il est certain qu'il y aura plus de chances d'avoir des problèmes que si vous construisez un pavillon de 100 mètres carrés. Des problèmes, il y en a partout et on a fait tout pour les régler contractuellement. Et si l'hôpital veut réaliser de nouveaux aménagements, il ne peut pas faire jouer la concurrence. Il doit s'adresser à Eiffage, propriétaire du bâtiment pendant 30 ans. On arrivait couché. Ici, il s'agissait de réaménager le service des urgences. Il a fallu que l'on crée ces baies vitrées pour avoir cette visibilité. Parce que qu'est-ce qu'il y avait là avant? Avant, c'était un mur complet. Ça posait quoi comme problème que ce soit un mur complet en fait hein? Eh bien, ça empêche l'infirmière d'accueil qui est dans son poste d'accueil d'avoir une visibilité sur l'arrivée couchée des patients qui vont être conduits aux urgences. D'après ce document interne, l'hôpital doit régler 99 800 € au groupe Eiffage. Mais la direction refuse de payer
considérant la facture trop élevée. Elle a fait établir un devis par un expert en construction. Il estime le coût à 23 640 €, 4 fois moins cher. Le constructeur, lui, maintient son prix. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai fait un prix. Je peux le conforter, l'expliquer. L'économiste de l'hôpital a fait un prix. J'ai aucun détail, je n'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, c'est que j'ai fait les travaux et aujourd'hui j'ai touché 0. Parce qu'il conteste la facture. Parce qu'il conteste la facture. Donc c'est fait. Dans certains cas, c'est des travaux qui ont été faits depuis un certain temps et j'ai touché 0. Et ce que je suis sûr, c'est que ça ne valait pas 0 ce que j'ai fait. Le tribunal administratif tranchera. Comment mettre fin à ces désaccords constants entre l'hôpital et son constructeur? Nous sommes allés poser la question à Claude Evin. Pour le grand patron des hôpitaux d'Île-de-France, la situation est bloquée. On est bien là dans un contrat, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de l'hôpital. Et donc toute discussion par rapport à cet engagement doit intégrer le fait que quand vous signez un contrat avec une partie, la partie avec laquelle vous avez signé un contrat peut se dire, écoutez monsieur, peut-être que vous n'êtes pas content aujourd'hui du contrat que vous avez signé, vous avez quand même signé un contrat avec moi. Et schématiquement, si vous laissez la situation dans laquelle se trouve l'hôpital aujourd'hui. L'État n'aurait donc pas suffisamment bien étudié le contrat avant la signature. C'est ce que confirme un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales publié par l'hebdomadaire Marianne. La responsabilité des pouvoirs publics y est sérieusement mise en cause. Le déséquilibre du contrat en faveur d'Éveil et Phage trouve son origine dans l'absence d'équipe projet suffisamment structurée et expérimentée. Je remets à Monsieur le Ministre une petite médaille souvenir de notre centre. À la tête de cette équipe en 2006, Joël Bouffiès, le directeur de l'hôpital, ici à droite. Nous l'avons sollicité pour une interview. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Pas plus que le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, qui a validé le projet. C'est en Angleterre qu'est née l'idée des partenariats publics-privés. Tout a commencé ici il y a 20 ans. À cette époque, les services publics sont vétustes. L'État lance alors un plan de grands travaux. Mais les caisses du royaume sont vides. Alors, pendant 10 ans, les ponts, les prisons, tous les nouveaux équipements sont construits et financés par les entreprises privées. En contrepartie, elles obtiennent la gestion de certains services publics pendant 20 ou 30 ans. C'est le cas des hôpitaux. Les travaillistes sont enthousiastes, Tony Blair en tête. On va pouvoir livrer dans les temps. Vous allez voir qu'avec les PPP, les hôpitaux gérés par le privé permettront de mieux soigner les malades, d'améliorer notre système de santé. Les syndicats d'infirmiers qui voyaient cette réforme d'un mauvais œil tombent aussi sous le charme de la gestion privée. L'un d'eux, James Gosling, se souvient. À l'époque, les PPP, c'était le remède miracle. Dans les années 2000, les PPP régnaient en maître sur toutes les constructions. Si vous vouliez un nouvel hôpital, un nouveau bâtiment, il n'y avait qu'un moyen de le financer, un partenariat public-privé. Les PPP, c'était la marche à suivre. Alors, beaucoup de directeurs de cliniques n'avaient pas le choix. S'ils voulaient rénover leur vieux bâtiment victorien, qui n'était plus aux normes et inadapté aux malades, il fallait en passer par les PPP. En 2001, même la reine leur rend hommage en inaugurant l'hôpital de Woolwich, près de Londres, le plus moderne du pays, la référence en matière de PPP. Mais 5 ans plus tard, en 2006, l'Angleterre tombe de haut. L'hôpital de Woolwich sombre. Une faillite sans précédent, suivie par une demi-douzaine d'autres établissements. La secrétaire d'État à la santé, Patricia Hewitt,
dresse un bilan dramatique du système. 7% des hôpitaux mal gérés sont responsables de la moitié du déficit. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les hôpitaux qui dépensent trop d'argent vont devoir mettre de l'ordre chez eux. La secrétaire d'État à la Santé prend alors une mesure radicale. Elle suspend tous les projets de PPP. Pourquoi ces hôpitaux se sont-ils effondrés? Nous trouvons une partie de la réponse chez Unison, le plus puissant syndicat de la fonction publique. Franco Buonaguro s'est procuré les factures que les entreprises privées présentaient aux établissements publics. Les tarifs sont exorbitants. Regardez un simple objet comme celui-là, ce simple tableau blanc. Moi, en 10 minutes, je pourrais vous l'installer. Donnez-moi une perceuse, des vis, 10 minutes, et ça vous coûte rien. Mais dans le cadre de ce contrat avec le privé, il en coûtera à l'hôpital 130 €. Juste pour l'accrocher au mur. Je sais que c'est un sujet sérieux, mais parfois je ne peux pas m'empêcher de rire quand je lis ça. Mais eux, ils prennent les choses au sérieux, car il leur faut au moins 3 rendez-vous. Alors imaginez, je viens une première fois pour jeter un coup d'œil, puis je m'en vais, et puis je reviens, je jette un autre coup d'œil et je repars. Et enfin, je reviens une 3e fois pour un dernier coup d'œil, et là seulement je vais prendre les mesures. Et une fois que j'ai pris ces mesures, je vais envoyer des ouvriers pour l'accrocher, et ça va me coûter 130 €. Mais c'est sans le tableau, bien sûr. Vous devez payer le tableau en plus. C'est juste pour payer des experts capables de prendre les mesures, de percer 4 trous et de l'accrocher. Alors là, c'est le pompon. Ces tubes de néon sont facturés 60 € pièce. Je ne suis pas sûr que cela inclut les 3 rendez-vous pour changer ce néon. Mais ce qui est sûr, c'est que l'hôpital va dépenser pour chaque néon changé 60 €. Selon Franco Buonaguro, ces coûts ahurissants sont responsables de la défaillance des hôpitaux anglais, et c'est loin d'être terminé. Et ça, c'est pour toute la durée du contrat. Des contrats qui peuvent durer 30, 35 ans. Et je pourrais continuer la liste. Encore, encore et encore. Aujourd'hui, les PPP sont devenus une affaire d'État. Sur 100 hôpitaux construits en partenariat depuis 20 ans, 60 sont en déficit. Dans la banlieue de Londres, 3 pourraient même fermer. Le Princess Royal, le Queen Mary et enfin le Queen Elizabeth de Woolwich, celui-là même que la reine inaugurait en 2001. Une catastrophe financière à l'origine aussi d'une histoire tragique qui a bouleversé l'Angleterre en janvier dernier. Le drame a fait la une des journaux. La victime est une jeune Anglaise, Serena Tebesu-Mali, morte en accouchant à l'hôpital. Son bébé n'a pas survécu. L'enquête conclut à une négligence de l'hôpital. Un établissement géré sous forme de Private Finance Initiative, un partenariat public-privé. Pourtant, c'est l'un des complexes hospitaliers les plus modernes autour de Londres. Nous n'aurons pas l'autorisation d'y filmer. Personne ne souhaite s'exprimer. La direction a reconnu sa responsabilité dans le décès de Serena et de son bébé. Elle a indemnisé sa famille. Seule Sarah Harman, l'avocate de Serena, accepte de nous en dire plus. L'enquête met en cause le manque de personnel et le matériel déficient. Serena s'est évanouie. L'équipe a été chercher le matériel de réanimation qui aurait dû être disponible. Mais dans un premier temps, ils ne l'ont pas trouvé parce que l'hôpital était tellement mal géré que personne ne savait où il se trouvait. Et finalement, quand ils l'ont trouvé, le masque n'était pas branché sur l'oxygène. Depuis, Sarah Harman a reçu une trentaine de plaintes déposées par des patients mis en danger, faute de personnel. Il faut dire que l'hôpital n'a plus les moyens d'embaucher, car tout son argent passe dans le loyer faramineux qu'il doit payer aux gestionnaires privés. C'est la rançon des PPP.
Je pense que ce qui s'est passé dans cet hôpital est un exemple très fort de ce qui se passe quand le ministère de la Santé fait un partenariat avec le privé. Et cela provoque subitement un gros endettement qui doit être remboursé au privé, ce qui laisse moins d'argent pour les malades. Un loyer coûteux au détriment des soins. En mai dernier, pour éviter la fermeture des hôpitaux sous contrat privé, le Premier ministre David Cameron a dû renflouer leurs caisses et les mettre sous tutelle. D'autres établissements ont pris les devants pour éviter la catastrophe. C'est le cas à Birmingham, qui a inauguré son hôpital en 2010. Dès le départ, l'établissement a embauché un personnage clé. Elle s'appelle Maura Jackson. Sa mission, vérifier la moindre facture présentée par le partenaire privé, contrôler chacune de ses interventions dans l'hôpital. Rien n'échappe à la vigilance de son équipe de stagiaires. Du point de vue du constructeur, les petits détails, c'est jamais grave. Voyez par exemple cette petite éraflure sur le mur. Si on ne la répare pas tout de suite, après les choses ne peuvent qu'empirer. Tolérance zéro. C'est ça, tolérance zéro. Regarde ici. Il manque une signalétique sur la porte, la même que celle-ci. On va la noter et l'envoyer à la maintenance privée. Le moindre détail, même anodin, est signalé. Cette petite trappe ici, elle devrait être fermée normalement. Une équipe d'entretien devra se déplacer pour fermer la trappe en moins de 3 heures. Toutes les demandes d'intervention aboutissent ici, à côté de l'hôpital, dans ce préfabriqué installé par la société de maintenance. C'est le centre d'appel. 12 personnes y travaillent à plein temps. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? On doit régler le problème en 30 minutes. 30 minutes, c'est dans le contrat? Oui, c'est dans le contrat. Il est stipulé que pour les toilettes, c'est 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, la société de maintenance devra payer des pénalités à l'hôpital. Tous les travaux sont suivis en temps réel, sur ce grand tableau. En vert, ce qui a été réparé à temps. En jaune, ce qui est en retard. Et un seul cas en rouge, où une amende a dû être versée. L'année dernière, ces retards ont coûté des centaines de milliers de livres à l'entreprise privée. Le patron de la maintenance reconnaît que l'hôpital ne lui fait pas de cadeau. Oui, c'est un PPP très bien contrôlé. Vous voulez dire que la fête est finie, vous gagnez moins d'argent? Et il faut reconnaître que nos marges ont un peu fondu. Vos marges ont fondu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, on peut dire qu'on gagne moins d'argent. Dès le premier jour, nous leur avons réclamé des centaines de milliers de livres de pénalités. Dès le début, on a été tout de suite sur leur dos, pour leur montrer qu'on ne laisserait rien passer et qu'ils n'avaient aucune illusion à se faire là-dessus. Moi, j'ai l'expérience. Je sais négocier ces contrats. Ça aide. Et j'ai aussi dans mon équipe des gens qui connaissent parfaitement ces contrats. Mais souvent, dans le passé, le ministère de la Santé a commis l'erreur d'envoyer des équipes novices qui n'avaient jamais vu un partenariat public-privé. Le privé en avait signé, lui, beaucoup. Alors forcément, le secteur public partait battu d'avance. Pour Maura Jackson, bien gérer un PPP, c'est un combat qui commence dès l'écriture du contrat et qui se poursuit chaque jour durant les 30 ans de son exécution. Le système anglais n'a pas fait de miracle. Pourtant, la France se lance à son tour dans l'aventure en 2004. Et elle devient même championne d'Europe des PPP en 2011. Pourquoi un tel engouement? Nous avons rencontré un homme d'influence. Il a joué un rôle clé dans la promotion des partenariats publics-privés en France.
Marc Tessier d'Orfeuille est un lobbyiste. Son métier, créer des clubs. La fameuse plaque, le club de com public. Un nom élégant pour parler de ces groupes de pression qui défendent les intérêts d'industriels. Ainsi, quand l'Europe a voulu imposer aux éleveurs de porc des normes de production plus coûteuses, il a créé les Amis du Cochon. Et le club existe toujours, Club des Amis du Cochon pour la filière porcine. Objectif, mobilisation des parlementaires pour soutenir la production de cochons en France et toute la filière. On va aller... Ça peut sembler un peu folklorique, mais tout ça est très sérieux. Marc Tessier d'Orfeuille a créé 12 groupes de pression pour influencer les élus. Voilà. Il y a plusieurs clubs. Ici, vous avez l'équipe du club des voitures écologiques, l'équipe du club de l'accession à la propriété. Il m'a dit que peut-être qu'on allait avoir donné la Noé, semble-t-il. Le 2 octobre, ouais. 2 octobre. Le journal du club des eaux minérales naturelles. Donc voilà, on est dans de l'actualité. On va voir, on va dire bonjour. Stéphanie, d'habitude, elle est là-bas pour le club du dernier kilomètre de livraison. Angéline, elle gère 2 clubs, celui des eaux minérales naturelles et le club de l'emballage léger en aluminium. Vous voyez plein de petits clins d'œil sur les eaux minérales. Voilà, par ici, on a le club Bois et Forêts, un numéro spécial sur la réhabilitation de la traverse en bois sur les lignes de chemin de fer. Vous voyez ce qu'on peut faire dans le lobbying. C'est donc à cet homme d'influence que les rois du bâtiment font appel pour faire la promotion des PPP. Et surtout, changer la loi. Parce qu'à l'époque, en 2006, les partenariats publics-privés ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel. Les géants du BTP veulent alors les généraliser. Voilà donc la mission de Marc Tessier d'Orfeuille. Il crée un nouveau club, celui des PPP, et se lance dans un tour de France des élus. Comment vous avez fait pour aller démarcher, si j'ose dire, les élus sur le terrain? On ne les a pas démarchés, on est allé simplement les rencontrer. On a organisé beaucoup de rencontres régionales avec nos partenaires. Pendant 5 ans, on a fait presque 7 à 8 rencontres régionales par an. Donc on allait dans les villes, on co-invitait avec nos partenaires et on rencontrait des maires, des parlementaires, des directeurs généraux de services qui venaient s'informer. Restait à trouver un ténor politique pour porter et faire voter cette loi. Ce sera Hervé Novelli, député UMP d'Indre-et-Loire. Je ne connaissais pas tes locaux, mais c'est très bien, c'est sympa. Hein. On est là depuis 1 an, exactement. On a déménagé parce qu'avec les 12 clubs, il fallait commencer à pousser un peu les murs, sinon j'avais une révolte syndicale des salariés, ils ne pouvaient plus travailler là où on était. Hervé Novelli est un grand partisan des PPP. Le texte que j'avais préparé, le texte de la proposition de loi que j'avais préparé avec mes collègues députés sur ce sujet, a servi de base au gouvernement pour élaborer le projet de loi qui portait création et modernisation des contrats de partenariat en France, avec un certain nombre de simplifications que nous apportions et d'accélération à cette pratique que nous souhaitions voir instaurée dans notre pays. Été 2008, toutes les conditions sont réunies pour faire passer la loi. Hervé Novelli, qui défend le projet, a été nommé secrétaire d'État au commerce et à l'industrie, un poste stratégique pour les PPP. Le jour du vote à l'Assemblée, le débat ne passionne pas les députés. L'hémicycle est quasi désert. Mesdames et messieurs les députés, je suis vraiment très heureux de venir vous présenter devant l'ensemble de la représentation nationale, ici rassemblée, le projet de loi relatif au contrat de partenariat. À droite comme à gauche, une poignée de députés. Les élus absents avaient-ils intérêt à voir émerger les partenariats publics-privés? C'est l'avis du député socialiste Jean-Jacques Urvoas, présent ce jour-là. Vous avez semblé un peu seul quand même à l'époque, non? Côté socialiste. Sur un texte aussi compliqué, il n'était pas anormal que nous soyons que quelques-uns de mobilisés. Le fait est, mais ça, vous parlez à quelqu'un qui est convaincu que le cumul des mandats est une plaie pour la démocratie. Sans doute que le fait d'avoir un mandat unique me permettait d'avoir une liberté de ton plus importante que si j'avais été investi dans une collectivité qui avait fait appel à un PPP. Au cours des débats, Jean-Jacques Urvoas mesure alors l'efficacité des groupes de pression. Ils ont réussi à vendre les PPP en occultant les échecs. C'est-à-dire les références, par exemple, de la Grande-Bretagne qui utilise cet outil depuis 1992. Ou simplement en France, le rapport de la Cour des comptes, cette même année-là, en 2008, nous dit quoi?
C'est du bon taux budgétaire, c'est-à-dire qu'on cache la dette qui va arriver, on se rassure à peu de frais, puisqu'effectivement on va avoir une réalisation immédiate, mais on ne se rend pas compte qu'on vient de signer quelque chose qui va durer 40 ans. Donc c'est une incitation au dérapage financier, et on retrouve systématiquement dans toutes les études de la Cour des comptes ce signal. Attention au choc futur. Rien n'y fait. Les partisans du PPP ont bien préparé le terrain. La loi est votée le 28 juillet 2008. Une victoire pour Hervé Novelli, Marc Tessier d'Orfeuille et surtout les grands groupes du BTP. Ils vont pouvoir démarcher directement les élus. Les VRP du bâtiment se lancent à l'assaut des communes. Comme à Thionville, une petite ville de 41 000 habitants dans l'est de la France. En 2008, son maire, Bertrand Mertz, n'a pas cédé aux sirènes des PPP. Pourtant, sa ville avait besoin de quelques aménagements. Comme vous le constatez, le lampadaire éclaire le ciel. Éclairer le ciel, c'est pas utile, hein. Il est préférable que le lampadaire éclaire le sol. Donc on a un lampadaire qui est ancien, puisqu'il doit avoir au moins une trentaine d'années, qui n'est pas fonctionnel, qui probablement consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà un exemple de ce qu'il faut remplacer. Qu'est-ce que ça vous coûterait, vous, monsieur le maire, s'il fallait rénover l'éclairage public de la commune? C'est très difficile à dire, et rénover la totalité de l'éclairage public, ça n'a pas de sens. La question qu'on pourrait se poser, c'est celle de remplacer rapidement tout l'éclairage vétuste ancien à l'image de celui qu'on vient de voir. On peut imaginer qu'on serait entre 15 et 20 millions d'euros d'investissement pour avoir un éclairage récent dans toute la commune. Ça représente quoi, 15 à 20 millions d'euros? Le budget d'investissement de la ville, c'est environ 40 millions par an, donc on serait à la moitié environ de l'investissement que la ville réalise chaque année, uniquement pour l'éclairage, ce qui évidemment est impensable. Une grande entreprise lui fait alors une offre. Changer tout l'éclairage de la ville sans débourser un centime à la signature du contrat. La proposition qui est faite à un moment donné, en gros, c'est sur une période de 22 ans, environ 34 millions d'euros d'investissement et une rénovation de la totalité du parc d'éclairage public de la ville. Étaler le remboursement sur 22 ans, un argument séduisant pour une ville endettée. Surtout que la loi a prévu une astuce pour camoufler les 34 millions de dettes. En fait, un des intérêts du PPP, c'est qu'il s'agit d'un loyer. Et donc ça n'apparaît pas directement comme de l'endettement supplémentaire. Donc ça paraît très séduisant, puisque finalement, on va réaliser des investissements qui ne vont pas apparaître directement dans le budget communal sur la ligne endettement. Donc ça peut paraître séduisant. C'est un argument utilisé justement par les personnes qui font démarche? Bien entendu, oui. Depuis 2011, pour rendre les comptes des collectivités locales plus transparents, une partie des sommes doit figurer dans la rubrique dette. À Thionville, le nouvel éclairage public attendra. Si ce maire n'a pas cédé aux avances des vendeurs de PPP, d'autres villes très endettées ont fait d'autres choix. Lille, numéro 4 sur la liste des métropoles les plus endettées de France, s'est offert l'un des plus beaux stades d'Europe. Et même si le début de saison du club n'est pas très glorieux, les supporters ont de quoi se réjouir depuis cet été. Avec ce stade flambant neuf, d'une capacité de 50 000 personnes, un bien joli cadeau en ces temps de crise. C'est vrai qu'on est dans une impasse économique où on se dit qu'il faut faire attention à tout, mais de temps en temps dans une région, il faut oublier tout ça et puis justement redonner un peu ce dynamisme à ce genre de bâtisse, je pense que voilà. Sans un partenariat public-privé, ce grand stade n'aurait sans doute jamais vu le jour. Eiffage l'a construit et en a la gestion. Pourtant, le projet du groupe ne partait pas favori. En compétition, les trois majors du BTP. Le 23 janvier 2008, ce rapport rédigé par les services techniques de Lille Métropole est sans équivoque. Le projet le moins cher, celui de Bouygues, est le mieux noté. Eiffage arrive deuxième et Vinci troisième. Mais rien n'est joué. Eiffage, comme ses deux concurrents, doit passer un grand oral devant les élus. Voici leur projet. La pelouse est rétractable et laisse la place à une salle de spectacle, du jamais vu. Le toit se ferme en 30 minutes. Des rideaux coupent l'enceinte en deux.
L'espace concert peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes, 2 fois plus que Paris-Bercy. Quelques jours après la présentation, les élus de la communauté urbaine et son président, Pierre Mauroy, s'apprêtent à voter. Alors le vote est ouvert. Et les résultats tombent. 82% pour. Eiffage l'emporte avec 82% des voix. Son projet à 440 millions d'euros a séduit les élus. Il était pourtant 25% plus cher que celui de Bouygues. Martine Aubry, maire de Lille, est enthousiaste. Mais c'est aussi pour notre métropole un très grand jour. D'abord parce que, avec le choix qui est fait, nous choisissons un signe. Chacun sait que dans l'aménagement et dans l'urbanisme, on reconnaît les grandes métropoles à ces signes, à ces emblèmes, à ces symboles. 4 ans plus tard, au siège d'Eiffage, le constructeur du Grand Stade savoure encore sa victoire. Je peux vous la montrer, hein. Je ne sais pas si je peux, mais... Allez-y. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est une magnifique salle de concert. La pelouse, elle est derrière le rideau. Là, c'est un demi-stade. Voilà, bon. Tous les gens qui sont venus et qui ont vu ça, là, c'était ouvert il y a quelques jours, sont absolument restent baba, quoi. Il se trouve que votre stade était 108 millions plus cher. Paraît-il, oui. Vous deviez être content, non, à l'époque, de décrocher le marché, non? Ah bah j'étais très content, mais c'était encore une fois 2 produits différents. Donc je pense que la comparaison brute que vous faites n'a pas de... Excusez-moi, mais... n'a pas de sens? Ouais. Même si c'est un tiers plus cher? Même si c'est un tiers plus cher. Pourquoi une métropole surendettée a-t-elle opté pour le projet le plus onéreux? Nous avons posé cette question à Martine Aubry, ainsi qu'au chef des groupes politiques de Lille Métropole. Aucun élu n'a souhaité nous répondre. À croire que le sujet serait embarrassant, surtout en temps de crise, quand les caisses sont vides. Alors avec nous sur ce plateau pour en parler, Jérôme Grandénon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans les contrats publics. Vous êtes en quelque sorte un des pères de la loi qui a instauré les PPP, ces partenariats publics-privés au début des années 2000. Et puis Denis Dessus, vous êtes architecte, expert, bonsoir, en marché public. Et vous êtes souvent plutôt critique à l'égard de ces PPP. On va faire un petit rappel pour que tout soit bien clair. Sous Nicolas Sarkozy, la plupart des grands chantiers publics se faisaient en partenariat public-privé. Depuis que François Hollande a été élu, ils ont moins la cote. Le président a demandé un audit. On n'a pas encore les conclusions, mais on peut présager que plusieurs projets vont être abandonnés. On parle notamment du nouveau palais de justice de Paris, de lignes de train à grande vitesse, de prisons. En tout cas, la garde des Sceaux en a parlé, du fameux canal Seine-Nord, plus de 4 milliards. Denis Dessus, à votre avis, il y en a d'autres qui sont comme ça en voie d'être oubliés? Eh bien, j'espère. Moi, je peux que féliciter Madame Taubira de sa lucidité. Le problème qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle est engagée par des contrats. Et comme on le voit très bien dans votre reportage, beaucoup de ces contrats, on a l'impression qu'ils ont été surtout faits pour protéger la société privée, parfois plus que la collectivité publique. Aujourd'hui, sur le tribunal de Paris, les travaux n'ont pas commencé, on en est en phase permis de construire, mais si on voulait rompre le contrat, il en coûterait 80 millions d'euros qu'il faudrait donner au groupement privé, d'indemnité. Donc si vous voulez, ce contrat, manifestement, il est là surtout pour protéger le prestataire privé. Et on peut dire également que, comme vous l'avez un petit peu évoqué, il y a eu énormément d'énormes PPP qui ont été signés juste avant, sur 2010-2011, avec notamment sur les voies ferrées, des contrats qui se chiffrent chaque fois à coût de plusieurs milliards. Jérôme Grandénon, le fait qu'on freine un peu là au niveau des pouvoirs publics, vous en pensez quoi? Aujourd'hui, le coup de frein, il est donné sur l'investissement public, parce que c'est la crise, parce que les caisses sont vides, et que donc l'État est obligé de faire des choix dans le peu d'argent où il va mettre le peu d'argent qui lui reste. Donc ça, c'est... Voilà. Que en fait, les grands projets d'investissement aient été lancés sous forme de PPP, fait que si on les arrête, on va arrêter des PPP. Alors, si vous le voulez bien, on va s'arrêter quelques instants sur le cas édifiant quand même de l'hôpital d'Évry qu'on a vu longuement dans le reportage, une mauvaise conception, des retards, des malfaçons.
Comment vous réagissez à ce qui s'est passé là-bas quand on a quand on défend comme vous ce mode d'investissement? Sur la construction, les problèmes qu'il y a eu et qu'il y a aujourd'hui, ils se seraient posés de la même façon si on était parti en marché public classique, puisque les problèmes viennent toujours de la même erreur de départ, et là, cet hôpital est vraiment un exemple pour ça, qui est l'absence de définition préalable du besoin. C'est-à-dire que ça a été pour faire simple, mal précisé, mal écrit, mal lancé, et surtout lancé trop vite, au moment où la personne publique ne savait pas réellement et complètement ce qu'elle voulait. Denis Dessus. Il n'y a pas eu d'erreur de conception. Mes confrères ont fait du bon boulot. C'est-à-dire c'est en tant qu'architecte que vous dites ça? Je dis qu'en tant qu'architecte, en tant qu'architecte spécialiste de l'hospitalier, Eiffage a certainement pas si mal construit que ça. Le problème, c'est que le PPP est totalement inadapté à des opérations hospitalières. L'hospitalier, le programme ne peut jamais être figé, il est en perpétuelle modification. Pendant le temps des études, il y a des modifications, vous avez l'agence régionale qui change la répartition des lits. Pendant le cours des travaux, vous avez l'hôpital qui achète un nouvel IRM. Alors juste, il y a des choses simples, Denis Dessus. Quand on voit les portes battantes qui s'ouvrent que d'un côté, même moi qui suis ni médecin ni architecte, je me dis que pour pousser un malade dans un lit, il faut évidemment que les deux portes s'ouvrent. Bien sûr. Donc ça, on peut quand même se dire, pour aller dans le sens de M. Grandenon, que quelqu'un a dû faire une erreur à la conception. Non, je vous explique. Donc, il y a le fait que quand on touche à du bâtiment, on touche sur des produits qui ne sont jamais figés. C'est pas de l'infrastructure où vous faites une route, vous n'avez plus qu'à l'entretenir pendant 20 ans. Et les PPP avaient été inventés pour ça. Quand vous faites du bâtiment, et notamment un hospitalier, vous avez de perpétuelles modifications. Sur le long terme, c'est forcément une très très mauvaise solution. Le fait que la rigidité du contrat fait qu'on est lié à des acteurs pendant 20 ans ou 30 ans. Que le coût est bien plus élevé parce qu'il y a des marges cumulées et qu'on est obligé de prendre en compte tous les dérapages possibles. Donc, mettre le doigt là-dedans, c'est dans un engrenage que personne ne peut tenir. Alors, la rédaction du contrat, quand on vous écoute tous les deux, on a l'impression quand même que le diable se niche dans les détails et que c'est très important. Vous-même, vous rédigez des contrats de PPP, de partenariat public-privé. Est-ce que, dans le cas d'Evry, l'hôpital manquait de force juridique pour faire ce contrat? Est-ce que les institutions sont mal conseillées? Alors, j'ai pas lu le contrat d'Evry, j'ai vu juste ce qu'on en dit dans le reportage. Et donc là, il est très probable, effectivement, qu'on a dû aller trop vite. Et avec une responsabilité peut-être de l'administration concernée, de la santé, qui n'a pas fait un travail de défense, de recherche juridique? Moi, je crois qu'il y a une responsabilité, effectivement, dans ce cas-là, de l'Agence régionale de la santé, puisque c'est elle qui a déterminé le programme. Et là, il y a une certaine carence, mais il est vrai que dans ces opérations-là, le problème est que la collectivité publique, le donneur d'ordre public, il est seul face à un conglomérat très, très, très puissant. Il n'a plus de maîtrise d'œuvre à côté de lui, il a besoin de prendre des assistants à maîtrise d'ouvrage très solides, des juristes très solides pour arriver à résister. Il faut savoir que un contrat de PPP met plus d'1 an à se formaliser, tellement c'est complexe. Il faut gérer sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Et vous gérez avec des structures privées dont on ne connaît pas la pérennité. On nous parle toujours du partage du risque comme une justification du PPP. Quels sont les risques qu'on prend la collectivité en prenant des contrats avec des partenaires privés sur 30 ans, 40 ans, 50 ans? C'est-à-dire que le risque est inversé. Les conditions financières, on ne les connaît pas comment elles vont évoluer, on ne sait pas si les banques vont tenir, etc. Il y a un risque assez géant qui est pris sur de très longues durées, qui est répercuté à nos enfants quand on signe ce type de contrat. On a vu que c'était né en Grande-Bretagne dans le reportage, les PPP. Il y a une grosse prise de conscience chez les Britanniques. On voit pas cette infirmière, mais en tout cas Maura, qui regarde de très près le fonctionnement. Mais c'est presque, on se dit, est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut toute la journée travailler avec sa lampe de poche, voir si la plainte est bien cirée, voir si la cellule, si la serrure tourne bien pour que ça fonctionne? Mais c'est évident. Mais c'est absolument évident. C'est un fonctionnement. Encore une fois, mais c'est un fonctionnement schizophrénique. Mais non, c'est un fonctionnement parfaitement normal. Quand vous êtes une personne publique, un hôpital, que vous avez ce contrat-là avec des pénalités, vous ne pouvez pas vous reposer avec le contrat dans votre coffre. Vous allez le faire vivre. Le faire vivre, c'est le contrôler. C'est pour ça qu'en fait, sur ces contrats de partenariat, on a l'impression que les deux entités sont plutôt en compétition qu'en bonne intelligence. Mais pas du tout. Ça fonctionne. On voit cette maintenance, moi, j'ai beaucoup aimé cette bungalow, et qui regarde tout ce qui ne va pas, et puis la dame qui traque. J'ai trouvé cette morale justement extrêmement sympathique et qui prouve bien que ces contrats-là fonctionnent quand on se donne les moyens de les faire fonctionner. Ça veut dire quoi? Qu'au final, sur Birmingham, ce qui n'est pas le cas dans d'autres hôpitaux en Angleterre, ça marche, l'hôpital est bien entretenu et en plus à moindre coût puisqu'elle a fait jouer les pénalités. Juste qu'on se rende bien compte, on a les chiffres précis. 478 partenariats signés depuis 2004, 41 milliards
d'euros. Est-ce que, justement, quand on voit ces sommes, le contribuable peut-être prend un risque, on va en parler, mais est-ce que les grands constructeurs de BTP, eux, prennent un risque aussi? Alors, la question, c'est devant ces investissements très coûteux qui existent et qui sont des défis pour les personnes publiques. Que ce soit un stade, que ce soit un hôpital, que ce soit un ministère. Qui peut mettre l'argent, vous allez me dire? La question est quels sont les outils dont on dispose. Et on a effectivement l'ancien outil qui sont les marchés publics. On construit, la personne publique construit d'une certaine façon à ses frais, elle pilote tout. Et une fois que c'est construit, eh bien, elle va en assurer la maintenance. Et puis le PPP qui est une démarche globale. Le problème du marché public, et ça on le sait depuis maintenant 50 ans, c'est que les personnes publiques sont en général ou parfois de bons constructeurs et sont des mainteneurs absolument déplorables. Et si on se retrouve aujourd'hui à devoir reconstruire en catastrophe nos hôpitaux, nos universités qui ont été construites il y a 30 ans... C'est parce que ça a été mal fait avant. Non, ça a été bien construit. Mais qu'ensuite, on a eu un budget d'investissement à un moment, donc on le construit très bien. Mais ensuite, on a un autre budget qui s'appelle le budget de fonctionnement pour une personne publique, et c'est là-dessus que quand les choses se passent mal, eh bien on est obligé de faire des économies, on rabiote et on laisse se détruire le bâtiment. Ça, c'est un argument. Moi, celui-là, je l'entends depuis aussi de nombreuses années. Les marchés publics permettent de passer des contrats d'entretien et de maintenance beaucoup moins chers que moins cher mais efficace. C'est vrai que c'est parce que ça séduit quand même beaucoup de monde. Ça, c'est une affirmation de principe. Mais non, pas du tout. Vous pouvez très bien faire des contrats d'entretien et de maintenance en marché public. Là, le problème que vous avez est toujours le même. Vous passez un contrat global sur 20 ans. Que fait la société qui prend ce contrat? Elle va chercher des sous-traitants qu'elle va pressurer un maximum. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous êtes lié pendant 20 ans. Dans la vraie vie, on ne prend pas des contrats sur 20 ans sur l'entretien et la maintenance. On le prend sur 2 ou 3 ans. Si ça ne marche pas, on change d'opérateur, etc. Donc, en mélangeant tout, de la conception au financement, à l'entretien et à la maintenance, avec les prises de risques qui sont cumulées sur ce multiples opérateurs, eh bien, la facture est très très élevée et les contrats sont très très chers. Vous êtes en train de nous dire que les PPP, et on est obligé d'emprunter et que ça coûte très cher, ça veut dire que pour les marchés publics normaux, ça sort miraculeusement de quelle poche? C'est aussi de la dette, et c'est la même dette. Le problème n'est pas, encore une fois, il y a 2 problèmes. Est-ce qu'on fait des investissements, est-ce qu'on ne les fait pas en fonction de nos capacités à investir? C'est valable pour le village qui va se construire sa salle des fêtes, c'est valable pour l'État quand il va faire son palais de justice. Ou est-ce qu'un bon père de famille, avec la crise, on dit on arrête et on fait une pause? Ça, c'est une question. Et là, ne mélangeons pas les tout. De toute façon, si on lance cet investissement, que ce soit en marché ou en PPP, de toute façon, on empruntera. On empruntera de façon différente, mais le mécanisme est le même. Quand une collectivité lance en marché public un investissement, je reprends la salle des fêtes ou un stade, elle ne va pas sortir cash de son budget, elle l'a pas. Elle emprunte et elle va rembourser pendant 20 ans. C'est exactement... Au final, en tout cas, le rapport de la Cour des comptes ou les études auxquelles on a eu accès constatent qu'elles empruntent finalement à moins cher que ce que peut emprunter un constructeur pour le moment privé. encore, légèrement moins cher. C'est quand même une belle rente pour les majors du BTP. Oui, mais quand vous avez 3 compétiteurs qui ont besoin de travailler, eh bien, évidemment, ils tirent sur les prix. Et en plus de ça, là, au sein de ces compétiteurs... Quand on regarde leur facture et le tirer sur les prix, on voit quand même... Lorsque ça a été bien contrôlé, lorsque la procédure a été bien menée et qu'on a vraiment fait attention à ça. Comment vous expliquez l'un et l'autre qu'en France, autant des communes de gauche que des communes de droite sont séduites, abondent dans le sens des PPP et qu'on voit même des représentants de collectivités locales, des élus de Lille complètement esbaudis, éblouis par le projet de grands stades, quitte à choisir, on n'a pas eu de réponse dans le reportage, quelque chose qui vaut, je crois, c'est 1 milliard de plus. C'est 1 milliard de plus pour la communauté urbaine de Lille au final. Sur la durée du contrat, ça double l'endettement. Après tout ce que vous avez dit, comment on explique? C'est d'abord parce que c'est le résultat d'un lobbying qui a été terrifique pour essayer de dire que c'était la solution et qu'il n'y avait pas d'endettement avec ces solutions-là. Le PPP s'est développé sur une escroquerie comptable qui était le respect des 3% de Maastricht. Alors on s'est dit avec de déficit. Avec ça, le déficit, il n'y en a plus. L'investissement, on l'a transféré dehors, on le voit plus. Voilà. Ça, c'est un argument. Ça a été un argument de développement de cette procédure. C'est aussi un argument vis-à-vis des collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, elles font du PPP. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à des échéances électorales, parce qu'il faut montrer qu'on a endetté la collectivité, mais on veut continuer à faire, et on continue à faire des choses qui sont assez énormes et qui vont, ponctionner les finances publiques sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ce qui est quand même assez grave. Moi, en plus, en tant qu'architecte, je pourrais dire, plus on construit, mieux je me porte.
Mais je pense qu'en fait, on devrait peut-être construire moins, mais construire mieux. Est-ce qu'on a besoin absolument de dépenser des milliards, par exemple, dans des grands stades qui sont, les supports d'opérations de sociétés privées qui vont faire du business là-dessus? Est-ce qu'on a besoin de les mettre là-dedans? Ou plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir? Quand on va faire le Sud francilien, on va s'apercevoir que le déficit du Sud francilien, chaque annuel, permettrait de faire un hôpital neuf chaque année. Même avec 50 millions, on pourrait faire 5 hôpitaux neufs chaque année avec ce déficit-là. Donc réfléchissons. Alors est-ce qu'il faut forcément jeter l'anathème sur ces partenariats publics-privés, Denis Dessus? Est-ce qu'il n'y en a pas des vertueux? Est-ce que ça ne peut pas fonctionner dans certains cas, à votre avis? On peut essayer d'en faire de moins pire. Si vous voulez, si ça vous satisfait. Non, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Je vois aussi que, si vous voulez, on a essayé de le développer dans des secteurs où c'est absolument pas fait pour ça. Aller faire de l'hospitalier, c'est une catastrophe. Aller faire globalement du bâtiment, c'est vraiment pas fait pour ça. Moi, je dirais quand même à dire deux choses. C'est que on se retrouve en France et dans les pays européens avec un iceberg de la dette. Oui, 1800 milliards. Et le PPP, ça fait partie de la partie immergée et il ne fait que grossir. Les PPP, ils ont été utilisés où ça, beaucoup ces derniers temps, enfin depuis 2000 et quelques, eh bien en Grèce, au Portugal, un peu partout en Europe. C'est certainement une coïncidence. Et moi, je pense que là où on utilise massivement cet outil, eh bien, les finances publiques ne repoussent pas. Alors aujourd'hui, on voit que le lobby du PPP, après avoir asséché l'économie européenne, l'économie anglaise, va vendre ses produits sur les pays du Maghreb, le pourtour méditerranéen. C'est dangereux, vous pensez? C'est extrêmement dangereux pour tous les pays où ces PPP maintenant sont développés, où on fabrique des lois. Un dernier petit point, je prends encore un exemple qui est celui, encore une fois, je vais prendre ce coup-ci la Cour des comptes, qui a analysé le plan prison. Le plan prison, ils l'ont calculé, ils sont pas critiques, ils n'ont fait qu'ajouter des chiffres. Ils se sont dit, au final, ça va coûter 24 milliards. Est-ce qu'on s'est posé la question, quelqu'un, de comment ce ministère allait payer? Vos chiffres en termes de milliards, ils sont bien en deçà de la réalité. Quand on prend tous les encours des PPP, 24 milliards pour ce seul ministère, vous rajoutez le ministère de la Santé, etc. Madame Taubira, vous arrivez à des sommes faramineuses. Donc l'endettement de la France est certainement beaucoup plus élevé que ce qu'il est annoncé officiellement. Il faudra arriver à rensabler tout ça. Sur les prisons, la réflexion est lancée. Elle est lancée, mais très bien. Mais il y a beaucoup de contrats qui sont passés et je dirais qu'il y a un audit qui est demandé à Bercy. Une grande partie du mal aujourd'hui est fait. Et sur ce que disait Denis Dessus, sur le rôle des PPP dans la dette? Le problème, c'est pas le PPP. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'investissement public. Vous avez des pays qui sont partis dans des investissements énormes et qui se sont endettés pour investir, mais c'est pas le PPP qui est en jeu dans l'histoire. L'ampleur de la crise de la dette, est-ce que ça peut signer la fin des PPP? Oui, j'espère qu'on va avoir un petit peu de raison et avoir d'autres solutions que d'endetter toujours plus les finances publiques pour arriver à continuer à faire parfois des palais ou des choses qui sont inutiles. Quand une collectivité publique, avec un maire qui a un mandat de 5 ans, etc., engage sa collectivité sur 30 ans, j'espère qu'il n'a pas de problème de conscience. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Denis Dessus. Merci Jérôme Grandenon de nous avoir apporté votre expertise. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle enquête de pièces à conviction. Excellente soirée sur France 3.